Bienvenue sur cette série où on parle du lore des Dawnbringers. C'est une série de livres qui parle de l'histoire de deux croisades Éofor, partant d'Amerul, la cité jumelle, qui existe simultanément dans le royaume de la vie Ghyran et dans le royaume du feu Aqshy. Ici, on va parler du troisième livre, la longue chasse, et tout d'abord, on va rappeler les événements du deuxième livre, le règne de la bête. Alors précédemment, la campagne d'Aqsha et de Ghyra sont enfin officiellement parties, et les deux ont un départ assez douloureux, c'est le cas de le dire. Du côté de la campagne d'Aqshy, qui est menée par la maréchale Talia Vedra, la campagne s'est très vite fait attaquer par des Zorouk qu'ils ont réussi à vaincre, mais ils ont ensuite appris que des lames de corne ont profité de l'absence de troupes qui avaient été envoyées avec la croisade pour assiéger Amerul. Vedra part donc avec 1/5 de la croisade pour aller aider Amerul. Le commandement est laissé à son second, le maréchal Malcorne, mais son autorité est très vite diminuée par la pontifex Zenestra, qui est la matriarche du culte sigmarite de la Grande Roue. Ils finissent par arriver à un avant-poste qui est terrifié par un immense Trogos, qui s'avérera être Trog, le roi Trogoth. Malcorne tente de l'attaquer de front afin de regagner sa réputation, mais il échoue et fait perdre à la croisade énormément de ressources. L'avant-poste est obligé d'être évacué et les Éofor s'enfuient. Malcorne reste en arrière avec des volontaires afin de les ralentir le plus possible. Malheureusement, très vite, la horde de Trog se trouve sur les talons des Éofor, qui fuient vers des canyons. Ce n'est que grâce à l'intervention de la pontifex Zenestra, qui a réussi, grâce à sa foi, à invoquer un miracle, une grande roue de lumière qui est venue s'écrouler et a fermé la voie à la horde. Du côté de la croisade de Ghyran, menée par la maréchale Ysilla Thorian, les Éofor ont commencé à traverser des marais au milieu de pluies torrentielles, étant provoquées par un rituel des forces de Nurgle, mélangé aux pluies d'Alarielle, la reine éternelle elle-même, qui en limite les effets néfastes. Les Éofor se font vite attaquer par des démons de Nurgle menés par un grand immonde, mais ils finissent par l'emporter au prix de nombreuses pertes, ainsi que grâce à l'aide du conclave Angelos, de l'ost des chevaliers saints, mené par le chevalier Venator, Tornus le repenti. Ils décident ensuite de faire halte à la forteresse des chevaliers saints, Fort Gardus. Mais malheureusement, la forteresse a été assiégée par une Wag Oruk et une horde de méga-gargants menée par le roi Brod, qui désirait venger la mort de Behemat, le père des méga-gargants, dont il tient responsable le lieu du roi et par extension le peuple des cités libres. La forteresse est détruite, mais son peuple arrive à s'enfuir et à rejoindre la croisade de Ghyra au prix du sacrifice de leur seigneur castellan, Gardus Âme d'Acier. C'est là que l'histoire du troisième livre commence. Le conclave d'Amerul commence à se demander si c'était une bonne idée d'envoyer deux croisades juste après une épidémie et aussi du fait que maintenant ils étaient assiégés du côté d'Aqshy. La maréchale Talia Vedra, alias la lionne du Vastaride, est enfin arrivée avec ses troupes non loin d'Amerul et commence à engager les forces de Khorne. Du côté de la croisade qui est maintenant menée par Zenestra, la horde de Trug se rapproche de plus en plus derrière eux. C'est alors que les Éofor semblent apercevoir d'étranges flammes plus en avant et laissent apparaître des silhouettes reptiliennes qui commencent à effrayer encore plus les Éofor déjà en panique. Mais les nains qui font partie de la campagne hurlent de continuer dans leur direction, car ils savent que ces silhouettes appartiennent à des Magmadross, qui sont d'ailleurs accompagnés par des pyrotueurs des loges Vostarg et Lofnir. Les Vostarg sont connus pour être la loge la plus puissante et la plus ancienne, établie sur le mont qui porte le même nom, qui serait le lieu même où le dieu Grimnir et Vulcatrix, la mère des salamandres, se seraient entretués. Les Lofnir sont une autre loge alliée, connue pour leur proximité avec les Magmadross, car l'essence de Grimnir et de Vulcatrix s'est mélangée à leur mort, ce qui semble avoir permis aux pyrotueurs de dialoguer avec les enfants de la mère des salamandres, que les Lofnir semblent vénérer au même niveau que Grimnir. Ces fiers de deux pyrotueurs étaient menés par Bael Grimnir, le père des runes de la loge Vostarg. À noter que tous les pères des runes de chaque loge a l'honneur de voir ajouter le nom de Grimnir au sien pour représenter son rang. Tous ces Douardins étaient réunis pour venger toutes les loges qui étaient tombées face aux hordes du fiel obscur, ce qui avait justement d'ailleurs été mentionné dans le livre 1 avec le Grimbraski Fury qui avait tenté de prévenir Amerul. Plus d'une dizaine de pères des runes avaient demandé de l'aide à Bael Grimnir, la tête baissée, agenouillée, avec encore le sang des leurs sur eux. Pour chaque loge tombée, il avait mis une entaille dans ses brassards, et sa colère ne s'apaiserait pas tant qu'une centaine de Trogos ne seraient pas morts pour chacune de ses marques. Lorsqu'il repéra Trug, il le chargea lui-même, monté sur son Magmadross.
Madros. Au début, le combat n'a pas été en sa faveur, il a même perdu un bras. Mais en canalisant toute l'énergie de ses runes, dur or, la force de l'énergie divine de Grimnir lui fut accordée pendant un instant, ce qui lui a permis de percer les défenses magiques de Trog et a réussi à trancher profondément dans le cou du roi Trogos, qui après des coups répétés du roi des Vostarg et de son Magmadros, finit par tomber. Avec la chute de leur chef, la horde fut dispersée, et la croisade put continuer à fuir. Mais peu après la bataille, à l'abri des regards, l'étrange artefact sur le dos de Trog relâcha une vague d'énergie de jade qui ranima le roi Trogos. Et pour l'instant, on ne sait vraiment pas ce que c'est que cette machine. On sait juste que Trog a dormi pendant des siècles, peut-être même des millénaires, et qu'il s'est éveillé avec cet artefact sur son dos, qui lui permet de voir et de sentir les lignes de magie, ce qui semble lui provoquer des migraines atroces et le pousse à détruire des lieux de pouvoir, sur lesquels sont généralement posées des pierres gardiennes, comme le font souvent les elfes, et c'est aussi où sont généralement fondées des cités de l'ordre. Grâce à ça, la campagne a eu un répit et a pu continuer son voyage. Ils en ont aussi profité pour engager des mercenaires pyrotueurs, car leur force commençait à être fortement diminuée. Après un certain temps, ils ont fini par arriver à la mer de sang de Capillaria, une région qui était corrompue par les serviteurs du dieu du sang. Et très vite, la croisade a des affrontements avec des bandes de guerre de cornes. Fort heureusement, une armée des éternels des marteaux de Sigmar, menée par le seigneur célestin Vandus Hammerhand, se trouvait justement là pour ce qu'il prétendait être une mission du dieu roi. Ils étaient aussi accompagnés par la chevalière Zephyros Niv Blacktalon, ainsi que son groupe qui sont généralement chargés des missions les plus périlleuses, telles qu'assassiner les champions ennemis. Après que les éternels aient assisté les Éophores à vaincre les guerriers du chaos, ils sont étonnés de voir que Vandus n'a pas l'intention de les suivre, et part ensuite mener sa propre mission. Cela dit, Niv Blacktalon et son groupe restent avec la croisade pour les aider. Alors que Vandus continue à combattre les forces de Khorne, il est clair qu'il semble chercher quelque chose. C'est alors que son ancien frère d'armes, le Lord Relictor Ionus Cridborn, se présente à lui monté sur un grand draconis. Tous deux avaient été des éternels qui avaient fait partie de la campagne des premières frappes tout au début de l'âge de Sigmar et de la guerre des portes. Ensemble, ils avaient repris les premières terres d'Akshi et avaient combattu le maître de la marée de sang, Korgoskul. Ionus commence à discuter avec Vandus et c'est là qu'on apprend que Vandus a complètement outrepassé ses prérogatives et a décidé d'aller traquer Korgoskul de lui-même. Il s'avère que plus Vandus a été reforgé, plus son obsession de vaincre le seigneur de la marée de sang s'est décuplée à chaque mort. Ionus, qui semble maintenant avoir été mandaté par Sigmar lui-même, réquisitionne une partie des troupes de Vandus pour une mission encore inconnue. Il s'avère que le seigneur Relictor fait maintenant partie du cercle de confiance du dieu roi lui-même, au même titre que des individus tels que le Célestin Prime ou encore Indrasta, la lance céleste, qui servent le dieu roi directement sans aucun intermédiaire et ont donc des positions d'autorité qui surpassent même les seigneurs commandants des Ostes. On apprend cela dit un événement intéressant par la suite sur Ionus. On l'apprend par le biais d'une lettre d'un éternel qu'il envoie à l'un de ses supérieurs, où il fait son rapport d'un combat qui a eu lieu contre des adorateurs de Tsench, et où le seigneur Relictor est soudainement apparu, monté sur son draconis, et les a assistés dans leur combat. Il est ensuite très vite parti, mais quelque chose d'étrange semble s'être passé. 9 éternels semblent être tombés au combat, mais leurs âmes ne sont pas reparties à Azir. Il est d'ailleurs aussi précisé qu'il n'y avait pas le type de nuage que Be'lakor avait inventé, qu'on a pu voir dans les événements de Broken Realm. Et donc là, certaines choses porteraient à croire que le seigneur Relictor est celui qui a pris ces âmes. On sait aussi que Ionus est de plus en plus inquiété par la détérioration de plus en plus rapide des âmes des éternels, qui est provoquée lorsqu'elles sont reforgées trop fréquemment. Donc cela semble augurer peut-être un changement dans le processus de reforge des éternels. De leur côté, la croisade d'Aksha continue leur voyage et semble confronter un étrange phénomène météorologique. Une brume semble se lever et l'air devient salé. Loraï, une Isheran qui fait partie du groupe de Niv, reconnaît justement la magie de son peuple, les Idonès, qui ont normalement passé un pacte de non-agression avec les forces de l'ordre. La brume semble s'épaissir de plus en plus, les pyrotueurs utilisent alors leurs flammes pour mieux y voir, et la pontife Zenestra décide d'invoquer une tempête afin de la dissiper. C'est alors qu'apparaît en effet une armée indonèse, comme ils avaient pu le prévoir, qui semble soudainement attaquer la croisade. Une bataille générale s'engage, mais semble prendre une pause lorsque Niv réussit à faire tomber leur roi de sa monture et à le capturer. Il s'agissait du roi Molpir,
de l'enclave des Fouetan. Cette enclave est vue d'un mauvais œil même par les autres enclaves. Ils sont connus pour avoir une très grande agressivité et n'ont aucune pitié lors de leurs raids pour voler des âmes. Et étant donné que Molpir a brisé le pacte de non-agression qui avait été passé avec le haut roi Volturnos, les dirigeants de la croisade tels que Zenestra veulent l'exécuter. Cependant, pour éviter des représailles futures avec leur enclave, il est décidé que ce crime sera réglé avec un duel d'honneur entre Niv et le roi. S'il gagne, il pourra partir avec ses troupes, mais si Niv l'emporte, l'armée de l'enclave devait la servir. Et pour résumer le combat assez rapidement, Niv n'est pas l'un des assassins personnels de Sigmar pour rien. Les Idonès de Fouetan respectent leur serment et rejoignent la campagne. Ils ont admis avoir agi par désespoir car un sombre événement approchait, qu'ils appelaient l'heure de la ruine. En signe de bonne foi, ils proposent de soigner les esprits de certains membres de la croisade, en leur faisant oublier avec leur magie les traumas et souffrances récentes qu'ils ont pu subir. Ce que beaucoup acceptent avec joie et remonte grandement le moral des troupes. De leur côté, la croisade de Giran arrive aux terres scabreuses, qui d'après ce qui est maintenant des légendes pour les mortels, était l'endroit où Behemoth, le titan monde, est mort pendant la guerre des portes royaumes. Ce qui fait un peu sourire les éternels des chevaliers saints qui sont avec eux, car certains d'entre eux étaient justement là à sa chute. Ils finissent par apercevoir d'immenses monolithes semblables à des os tout autour d'eux. Ils réalisent qu'il s'agit de la cage thoracique du squelette de Behemoth qui était encore là après tout ce temps. Ici, la nature de Giran semblait différente. La région semblait être infusée de l'énergie primale du titan monde, et avait maintenant des caractéristiques semblables à Ghur, le royaume de la bête. D'étranges traces dans le sol finissent par être trouvées, et des rugissements au loin sont entendus. Des éclaireurs finissent par repérer une tribu d'ogres cannibales, qui semblent réaliser des rituels à l'endroit même où se trouvait l'estomac de Behemoth, et où se trouve maintenant une étrange fosse vivante. Un autel à leur divinité, la Grande Gueule, d'où ils semblent canaliser la magie primale de la région. Les Éophores se font malheureusement repérer par les ogres, et un combat s'ensuit, au cours duquel Tétamir, le chanteur de guerre, finit par appeler la chasse sauvage dans le chant spirituel des Sylvanas. Et c'est là que Beltanos, la griffe de Kurnos, vient en aide à la croisade. Il est celui qui maintient en vie l'esprit de Kurnos, le dieu de la chasse, grâce à ses chasses perpétuelles. Et s'il venait un jour s'arrêter, le dieu de la chasse pourrait finir par s'éteindre de manière définitive. Grâce à son assistance, la bataille est remportée avec de moindres pertes, mais un étrange rythme semble être entendu non loin. Et c'est là qu'en parallèle de tout cela, on commence à suivre des événements d'un point de vue autre que les deux croisades. Nous sommes maintenant à Ghur et suivons maintenant Kragnos, le dieu des séismes et la fin des empires, qui vient de retrouver une ancienne porte au royaume qui était utilisée par son peuple, les Drogrook, durant l'âge des mythes, qu'il décide de traverser avec sa Wag et qui mène à un ancien avant-poste de son peuple dans le royaume de la vie Giran. Il semble garder l'espoir de pouvoir y trouver des signes de vie des siens ou des indices pouvant mener à d'éventuels survivants. Gobsprak, la bouche de Mork, est aussi bien sûr avec lui, car il est le seul avec qui Kragnos peut communiquer, ce qui veut dire qu'il peut aussi décider de contrôler les informations qu'il désire. Il a justement compris que Kragnos cherche à retrouver les siens et ordonne aux autres Cool Boys d'eux aussi chercher des indices. Ils finissent par trouver un message sculpté dans la pierre qui ressemble à une sorte de carte donnant des indications pour un lieu de rendez-vous à d'autres éventuels survivants. Gobsprak donne alors l'ordre d'effacer ce message, à l'insu de Kragnos. Ce n'est pas la première fois que les Cruel Boys le manipulent. Ils avaient déjà empoisonné sa terre natale, la rendant inhabitable, et ont attiré sa colère sur les cités libres de Sigmar. Ils semblent l'utiliser comme une sorte de substitut à l'absence de Gorka Morka et Behemoth, afin de galvaniser les différentes forces de la destruction. D'autant que depuis sa victoire contre Gordrak, le point de Gork, il est maintenant vu comme le grand boss de tous les boss, parmi les peaux vertes. Et même les Ogors et les Gargants respectent sa force et le suivent. L'intrigue vient ensuite nous transporter aux chaînes des âges à Giran, où a eu lieu le rite de la vie qui visait à contrebalancer les effets du nécroséisme, et qui a apporté une surcharge de vitalité au royaume. Alarielle s'y trouve justement, assis sur son trône, où elle canalise encore son pouvoir pour contrecarrer la tempête de Nurgle. Et elle y tient aussi justement conseil avec trois autres individus, Krondis, fils de Dracosion, Karazai le balafré et le seigneur Croak lui-même. Cette réunion est baptisée le Conseil de la vie. Ils y discutent justement la menace que représente Kragnos maintenant qu'il est arrivé à Giran, et Alarielle leur somme de renfermer Kragnos comme il l'avait déjà fait par le passé. Ce qui est peut-être assez ironique étant donné que le rite de la vie est justement ce qu'il a libéré. Croak semblerait justement avoir un plan et avait prévu d'utiliser la croisade comme appât. Avant qu'ils ne partent, Croak et Alarielle ont une interaction assez intéressante où Alarielle semble évoquer des regrets quant à la chute de Kurnos, mais Croak la rassure en lui envoyant une vision de Beltanos qui a été
était justement actuellement en train de se battre aux côtés des Éophores, lui signifiant que le dieu de la chasse n'était peut-être pas encore totalement perdu. On continue ensuite l'histoire du côté des Éophores, après leur combat contre les ogres, alors que soudain quelque chose commence à pulvériser leur rang. Et il s'avère que c'était justement Kragnos lui-même. Le rythme qu'ils entendaient au loin était en fait le fracas des boucliers des Kruleboyz qui approchaient. Alors qu'il massacre les lignes des Éophores, un souffle de feu s'abat sur lui. Krondys était arrivé à point nommé et il tentait de provoquer Kragnos en maintenant ses distances pour l'éloigner de la croisade. Comprenant sa stratégie, Kragnos décide de frapper les côtes gigantesques de Behemoth afin de les faire s'écrouler sur les Éophores. Le Draconis essaie alors de les sauver et plonge en piqué pour charger Kragnos. Cependant, le dieu des séismes réussit à l'attraper au vol et à le plaquer au sol. Krondys est alors dans une situation très vulnérable. C'est alors que la maréchale Ysilla Thorian ordonne à l'artillerie de concentrer son feu sur Kragnos afin d'assister le grand drac. Et cette distraction lui permet de s'échapper et de reprendre son envol. La frustration de l'avoir laissé échapper est telle que cette fois Kragnos le poursuit, créant un trou dans la forêt dans sa charge. Il finit par le rattraper mais réalise très vite qu'il est tombé tout droit dans un piège. Alors qu'il peut voir maintenant Karazai aux côtés de Krondys, ainsi qu'une immense armée menée par des séraphons, menée par le seigneur Krook. Et cliffhanger. Malheureusement, l'histoire de ce côté-là s'arrête là pour le livre 3 et on saura la suite dans le prochain. La croisade a ensuite continué son chemin et a enfin pu s'arrêter se reposer en avant-poste, mais il se trouvait complètement abandonné. Des écrits étaient disséminés un peu partout et faisaient des louanges au roi de l'été, qui était plus ou moins un mystère au moment où le livre est sorti, mais maintenant on sait qu'il s'agit bien d'Ushoran, le mortarque de l'illusion. L'histoire vient ensuite se finir avec un autre événement parallèle, la seigneur Arcanum, Astrea Soulbright, des marteau de Sigmar, dont certains se souviendront peut-être pour son implication dans la guerre des âmes, semble elle aussi arriver à Giran en empruntant une porte depuis le royaume de la mort Sheish. Elle est connue, comme Ionis d'ailleurs aussi, d'avoir fait des recherches pour l'amélioration du processus de reforge des éternels. Et alors qu'elle vient d'arriver dans le royaume de la vie, d'étranges silhouettes semblent l'observer dans les ombres. Et c'est pour l'instant ici que se concluent les événements du livre 3. On verra la suite dans le livre 4, l'avènement du roi fou, qui impliquera bien sûr Ushoran, le roi de la cour de l'été. Et on sait aussi que cela inclura aussi Sekar, une des crocs de Nulamia, l'une des lieutenants de Neferata, la mortarque du sang. Et aussi pour une fois, je vais en profiter pour émettre une sorte de théorie qui m'est passée par la tête quand je lisais les différents événements. C'est au sujet de la fameuse heure de la ruine dont parlaient les Idonas, qui m'a fait connecter quelques points dans l'univers et qui forme une théorie plus ou moins cohérente. Donc attention, prenez ce que je vais dire avec un grain de sel. La chaîne adamantine, l'endroit d'où vient Trug et les grottes du fil obscur, est aussi l'endroit où se trouve la forge de l'anathème, une forteresse de nains du chaos servant le père des ténèbres, Ashut. Il est possible selon moi qu'ils aient peut-être eu un rôle à jouer autour de l'artefact qui se trouve sur le dos de Trug. Ajoutez à cela Gobsprak qui semble mettre en place quelque chose qui ferait partie d'un plus grand plan. Et on sait que les Kruleboyz ont des liens avec les nains du chaos, car ils semblent commercer avec eux et ils sont d'ailleurs aussi responsables de la création des hobgoblins qui sont parmi leurs rangs. Une autre connexion qui pourrait exister entre Gobsprak et les nains du chaos est la main du duc de changement qu'il est arrivé à maintenir dans la réalité. Et là encore, les nains du chaos sont connus pour leur maîtrise sur les démons. Ajoutez à ça le fait qu'on sait qu'il y a d'autres forteresses de nains du chaos, à Shamon et à Shaish notamment, et il y a aussi la borne Warcry des cornes d'Ashut. De plus en plus d'éléments semblent indiquer l'arrivée des nains du chaos, et cette fameuse heure de la ruine, mélangée avec ces différents indices, pourrait annoncer l'arrivée d'une nouvelle faction de nains du chaos qui serait jouable dans l'âge de Sigmar. Voilà, c'était juste ma petite théorie. Après, du côté de mon avis sur le livre 3 en général, j'ai beaucoup aimé jusqu'ici qu'on voyait les événements du point de vue des mortels, ce qui est une bonne chose parce que ça nous permet de voir à quoi ressemblent les royaumes mortels du point de vue d'individus normaux, mais j'ai aussi beaucoup aimé l'entrée en scène des divinités, qui vont sans doute amener des événements de plus grande ampleur, ce qui fait aussi un peu penser à Broken Realm, où les dieux ont aussi été fortement impliqués. Ma foi, c'est tout pour le livre 3, j'espère que les résumés de ces événements vous auront informé, et vous auront fait apprécier encore plus l'âge de Sigmar. Sur ce, à la prochaine!